Et la bruxellisation, c'est ce choc entre deux moments de l'architecture importants, la ville ancienne qui s'est construite par addition et soustraction, et puis l'apparition du modernisme, où on n'hésite pas à démolir des morceaux significatifs des villes pour construire une utopie. Il y a un concept que tu aimes bien, qui est le pagouros. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette philosophie ? Je crois que l'architecture n'appartient pas à l'architecte. Elle appartient au temps, je l'ai dit tout à l'heure. Et s'il appartient au temps, il est important aujourd'hui de réfléchir à une architecture qui n'est pas fermée. Si quelqu'un souhaite acquérir un bâtiment historique, quelles sont tes recommandations ? Alors, la première étape, c'est de savoir si l'ambition correspond au bâtiment. Vouloir trop mettre dans un bâtiment inadéquat, ça n'a pas de sens. Okay. Et tout le monde va perdre son temps, tout le monde va perdre beaucoup d'argent, et puis les permis ne seront pas délivrés. Bienvenue sur Value-Add, le podcast où l'on parle immobilier et finance sérieusement, concrètement et sans langue de bois. Je m'appelle Abraham de Bettencourt. Cela fait bientôt 20 ans que je travaille dans le secteur de l'immobilier. Depuis 20 ans, j'accompagne mes clients pour vendre, louer, gérer, développer et investir. Value-Add n'est pas un podcast de vulgarisation. Ce n'est pas un podcast pour débutants. Ici, on s'adresse à celles et ceux qui ont déjà de bonnes bases dans l'immobilier, à celles et ceux qui veulent aller plus loin dans la technicité, comprendre les mécanismes réels de l'immobilier au sens large et surtout son volet financier, parce qu'on va pas se mentir, la finance, ça reste le nerf de la guerre. Bonjour, aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous un architecte, un grand architecte, Francis Metzger, bonjour. Bonjour. Alors, tu es, donc comme je le disais, un architecte, un grand architecte belge, ça c'est sûr. Je vais pas reprendre tout ton palmarès, mais quand même quelques éléments importants. Donc, tu es président du Conseil de l'Ordre des architectes depuis 2023, membre de la Commission royale des monuments et sites depuis 2021, vice-président de l'Ordre entre 2017 et 2023 et membre du Conseil national nommé par l'arrêté royal depuis 2014. Tu es donc à la fois architecte praticien, acteur institutionnel et gardien du patrimoine. Avec plus de 20 distinctions, je ne vais pas toutes les citer, mais quand même, il y a l'Europa Nostra, qui n'est pas rien, et les MIPIM Awards de la Royale Belge. D'ailleurs, j'étais là au MIPIM quand je ne sais plus combien de prix vous avez reçus, mais voilà. En tout cas, bravo pour ça. Alors, Francis, tes origines, donc tu viens des Marolles. Et comme tu l'as déjà raconté, être traité d'architecte était perçu, ou est encore peut-être perçu dans les Marolles comme une insulte. Alors comment est-ce qu'on passe de ce contexte à devenir architecte ? Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la bruxellisation, ce qu'elle signifie réellement ? Est-elle encore à l'œuvre aujourd'hui, sous d'autres formes ? Et a-t-elle laissé une cicatrice dans la manière dont Bruxelles fabrique sa ville ? Tu l'as dit, je suis architecte et rien ne me prédestinait à devenir architecte. C'est le grand hasard de la vie. Donc, je suis né rue Haute, c'est dans les Marolles, et je vais faire mes études à l'Athénée Robert Cato. Alors, Robert Cato est à l'ombre du palais de justice. Ce fameux palais de justice qui est probablement le plus grand bâtiment du 19e siècle. Ce bâtiment, pour le construire, il y a une obligation d'effacer un quartier entier. Et donc, ce projet a été très, très mal vu par les habitants. Et c'est à partir de là que les habitants nomment architecte, qui devient une insulte. Oui. Et donc, voilà, ça c'est le démarrage. À Cato, je fais des études dans une école qui est particulièrement difficile à l'époque. Et ça va me permettre aussi de jouer beaucoup aux échecs dans cette période-là. Et les échecs auront une dimension très importante dans ma formation d'architecte. Et au plus j'y pense, au plus je me dis que cette formation a été fantastique. Donc j'ai joué à un vrai niveau. Et j'ai arrêté à 17 ans. Je n'ai plus joué, sauf que tous les jours, je joue encore face à des ordinateurs pour le plaisir. Donc ça, c'est le démarrage. C'était ta première question. Et puis la bruxellisation. Alors la bruxellisation, je fais des conférences, souvent en Belgique, mais aussi à l'international, et on pose souvent cette question-là. La Maison du Peuple, vous l'avez démolie. Pourquoi démolir un édifice qui fait partie de l'histoire de l'architecture ? Comment est-ce possible ? Et puis, pourquoi
cette ville qui est quand même extrêmement étrange. Et là, on doit se reporter à ce choc formidable de l'architecture. Donc en fait, la ville s'est construite par addition, par soustraction pendant des centaines d'années. Bruxelles, certainement pendant un millénaire, la ville s'est construite. L'espace public est important, les rues, les places. Et puis à un moment donné, il y a l'apparition de l'architecture moderne. Et ça, c'est un choc formidable dans l'architecture. C'est-à-dire que pour exister, l'architecture se doit de se renouveler complètement. Et donc de se réinventer. C'est-à-dire qu'on efface tout et on repart d'une feuille blanche. Et cette feuille blanche nécessite des démolitions de la ville en se disant que la ville d'avant est une ville, et je prends un exemple, j'ai une vingtaine d'années, Reinhard Bram, qui a travaillé avec Le Corbusier, et Reinhard Bram me dit, dans notre conversation, cas c'était il y a 30 ans, j'ai retenu cette phrase, la ville d'avant-guerre, ça sent la pisse. et ça, ça montre toute la dimension sociale aussi de ce projet moderniste. Incroyable. Mais donc ce projet moderniste se construit contre la ville européenne, et donc nécessite la tabula rasa. Donc on fait table rase, et il y a des projets de Le Corbusier sur Paris qui sont assez extraordinaires. On démolit une partie significative de Paris pour construire des tours. Et donc on voit bien qu'à ce moment-là, pour se réinventer, et pour offrir à chacun ce qui était destiné aux plus riches à l'époque, on a cette architecture qui a profondément un ancrage social, mais qui, pour s'établir, démolit des morceaux significatifs. Et la bruxellisation, c'est ce choc entre deux moments de l'architecture importants, la ville ancienne qui s'est construite par addition et soustraction, et puis l'apparition du modernisme, où on n'hésite pas à démolir des morceaux significatifs des villes pour construire une utopie. Ouais. Merci Francis. Aujourd'hui, est-ce que ce mécanisme de bruxellisation, tu considères qu'il a laissé des traces? Des traces évidemment, il a laissé des traces, mais est-ce que c'est encore à l'œuvre aujourd'hui dans la construction de la ville, ou pas, ou partiellement? Alors il a laissé des cicatrices dans la ville, mais surtout dans la mémoire collective. Le balancier est parti dans un sens avec ces démolitions, ce qu'on a appelé tout à l'heure la bruxellisation, et puis le balancier il est parti dans l'autre sens, l'immobilisme. On a peur de tout. On a surtout peur des architectes. Extrême. On a peur de toute audace. On a peur de l'architecture. Et donc ça, c'est le moment, c'est notre moment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de normes, toutes les normes, de réglementations extrêmement complexes pour pouvoir bâtir. On a peur de beaucoup de choses, mais cette peur va entraîner un immobilisme et un manque de vision, un manque d'audace. Moi, je revendique l'audace pour les architectes, mais pas n'importe quelle audace. Et ça, j'y reviendrai plus tard dans notre conversation. C'est comment on aborde la ville aujourd'hui. Donc je revendique effectivement une approche moins timorée d'une architecture, mais tout en étant respectueuse d'un patrimoine qui est formidable. Bruxelles, au XIXe siècle, fin XIXe, début du XXe, est probablement parmi les plus belles villes du monde. On construit là quelque chose de formidable, et puis on a tendance à l'oublier à un moment donné. On oublie cette qualité-là, et puis il y a ce choc de bruxellisation qui nous permet aujourd'hui de se dire qu'il est temps de repenser l'architecture avec moins de crainte, mais aussi avec beaucoup de respect. Ok. Alors, on va recevoir bientôt la nouvelle Baumeister. Est-ce que tu penses qu'elle a un rôle à jouer là-dedans ? Alors moi, je ne la connais pas encore. On va voir. Je crois que je la rencontrerai bientôt. Je suis pas pour un Baumeister a priori. Je trouve que je suis plus pour une chambre de qualité, composée de plusieurs personnes plutôt qu'une seule personne. Je crois que c'est un rôle tellement important et tellement complexe que attribuer pour un certain nombre d'années à une seule personne, ça me semble pas une des bonnes idées. Je préfère une équipe. Mais bon, voilà, je lui fais pleinement confiance dans sa nouvelle attribution, et nous verrons à l'usage.
Ok. Et alors peut-être encore une réaction par rapport à ce que tu disais. J'ai été récemment à Palerme, où là aussi, c'est tous les 100 mètres, il y a un bâtiment super et vraiment incroyable. Mais on se rend bien compte aussi que, en fait, pour entretenir tout ça, il faut des moyens colossaux, quoi. C'est compliqué. Donc, est-ce qu'avec cette Bruxelles qui a été très riche et qui ne l'est pas tout autant aujourd'hui, est-ce qu'on peut maintenir ou en tout cas faire en sorte de garder cette architecture aussi incroyable qu'elle puisse être, quoi? Mais tu poses une bonne question. Garder quoi? Parce que ça pose la question essentielle du patrimoine. C'est qu'est-ce qui fait l'œuvre? On a une ville, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui le sont moins. Donc on doit, dans un premier temps, évaluer ce qui est important, ce qui fait l'œuvre. Et quand on aura tout terminé, c'est-à-dire qu'on aura fait tous les projets du monde, on doit garder ce qui fait l'œuvre. Et donc la première étape, cette première étape, c'est lire. C'est lire la ville, c'est vraiment apprécier au plein sens du terme ce qui est qualitatif. Et quel est le niveau de chaque chose, avec des choses plus importantes, les grandes œuvres. Mais les grandes œuvres se protègent assez aisément parce qu'elles sont facilement identifiées. Par contre, il y a tout le patrimoine d'accompagnement qui est important. Conserver un bâtiment d'Horta tout seul n'a aucun sens. Quand Horta construit, il construit dans un lieu, il construit pour ce lieu, il construit situé. Si on enlève tout le contexte qui est autour, ce bâtiment n'a plus aucun sens. Ouais. Il peut avoir un sens à l'intérieur du bâtiment, mais c'est pas ça la ville. La ville, c'est justement une lecture, une appréciation d'un contexte. Je suis un architecte de situation, de contextualité. C'est le lieu qui dicte l'attitude. Ok, merci. Alors, peux-tu nous expliquer, et tu m'as expliqué déjà qu'il y a une petite nuance supplémentaire, la différence entre le bâtiment qui est repris à l'inventaire et le bâtiment qui est classé. Qu'est-ce que ça change finalement pour un propriétaire, pour un investisseur ou pour un développeur? Alors ça change beaucoup de choses. Bâtiment classé, c'est un bâtiment qui a été apprécié comme quelque chose d'extrêmement important. Et donc au niveau du permis d'urbanisme, je rentre dans quelque chose d'un peu plus... C'est un permis unique. C'est un permis qui contient deux permis. Un permis patrimoine et un permis d'urbanisme. Alors, le permis patrimoine doit obtenir, s'il est classé, un avis conforme de la Commission royale des monuments et sites. 18 membres, je suis membre de cette commission. Mais ça veut dire que les bâtiments classés, la décision finale, c'est vraiment la Commission royale des monuments et sites. Et puis, il y a d'autres formes de protection. En dessous de celle-là, un peu en dessous, il y a la liste de sauvegarde. C'est à peu près toutes les mêmes conditions que pour un bâtiment classé, sauf que l'avis de la commission royale n'est pas contraignante. C'est-à-dire que le fonctionnaire délégué qui délivre peut délivrer contre l'avis de la commission royale. Ça se passe à peu près jamais, mais voilà, ça c'est le deuxième forme de protection. C'est la liste de sauvegarde, il n'y a pas de subside. Pour les bâtiments classés, il peut y avoir des subsides de 40 à 80% en fonction de toute une série de critères. Pour la liste de sauvegarde, il y a une protection, mais il n'y a pas de subside. Et puis, il y a l'inventaire. L'inventaire, c'est toute une série de bâtiments, généralement bâtiments relativement anciens, qui font un peu partie de ce contexte urbain de la ville. Qu'il faut protéger, mais la protection est plus sommaire, évidemment, que les deux autres formes de protection. Alors, tu as travaillé sur beaucoup de bâtiments iconiques du paysage bruxellois. Je vais pas tous les citer, mais il y a l'hôtel Astoria, qui est aujourd'hui donc Corinthia, la Royale Belge, boulevard du Souverain 25, Villa en Pin, Maison Saint-Cyr, l'ambassade et le consulat des Émirats Arabes Unis. Alors, quand tu entres dans un bâtiment historique, est-ce que tu le vois comme une œuvre à préserver, une matière à transformer ou un dialogue à poursuivre? Alors, c'est un peu les trois. C'est un dialogue à poursuivre, certainement. Mais c'est une aventure de quelqu'un vous téléphone et vous dit, voilà, je vais vous confier tel projet. Et on est toujours incompétent avant de démarrer un projet. Même si on l'a visité à de nombreuses reprises, on reste incompétent. Donc, la première étape, c'est la recherche de la compétence. Alors, on rentre dans un bâtiment. Le premier que j'ai visité comme ça, c'était la bibliothèque Solvay, dans le parc Léopold, Institut de sociologie. Et on rentre dans un bâtiment et le bâtiment est en ruine.
je dis profondément ruinés. C'est le cas d'à peu près la plupart des bâtiments que tu as cités, et je pense notamment à la Villa en Pin, ou d'autres bâtiments qui ont été largement vandalisés, le château Charles-Albert, le château Tournai-Solvay. C'est des bâtiments qui ont beaucoup souffert. Donc on rentre dans ces bâtiments, une impression étrange, parce que on sent que c'était une œuvre magistrale, et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait que le bâtiment n'est plus que l'ombre de lui-même. Et en fait, c'est toute l'histoire de l'architecture, ça. L'architecture et le temps, c'est un phénomène indissociable. En fait, on apprécie toujours l'architecture quand l'architecte a terminé. D'ailleurs, si tu regardes les bouquins d'architecture, il y a une caractéristique, c'est que les photos sont toujours prises au même moment. C'est au moment où le chantier se termine. Il en prendra peut-être avant, mais il n'en prendra plus jamais après. Et deuxième caractéristique, il n'y a pas d'humain sur les photos. Parce que l'architecture est fâchée avec le temps. Il considère qu'au moment où il dépose son œuvre, là, ce jour-là, elle est finie. Elle lui appartient. Or, cette œuvre ne lui appartient pas. Et ça, c'est peut-être un peu original dans ce que je te raconte. C'est que l'œuvre appartient au temps. Elle n'appartient pas à l'architecte. Parce que quelques années plus tard, le lendemain, on amène le buffet de la grand-mère, ça change, et puis on va rajouter des faux plafonds, des fausses cloisons, on va changer, on va transformer, on va abandonner, on va vandaliser parfois cette œuvre. Et si aujourd'hui tu peux écouter Bach ou Mozart intégralement dans une version d'origine, si tu peux voir un film de Kubrick ou lire un roman du XVIIIe siècle dans sa version originale, l'architecture, elle, n'arrive jamais intacte. Au fil du temps. Et un siècle plus tard, puisque c'est de ça qu'on parle, je rentre dans la bibliothèque Solvay ou dans tous les édifices que tu as à peu près cités, on rentre dans ce bâtiment et ça n'est plus que l'ombre d'une œuvre magistrale qui a perdu de son identité. Et tout notre travail, c'est la reconquête de l'identité d'une œuvre sous une forme qui n'a parfois ou souvent pas existé. On va pas refaire de l'éclairage au gaz. Et voilà. Donc on doit tous les projets sont des projets contemporains. Croire qu'on va revenir à une situation ancienne, c'est totalement illusoire. C'est d'ailleurs de très mauvais projets, ça. Je crois que notre responsabilité d'architecte, c'est de faire basculer tous ces projets dans le XXIe siècle. Mais en connaissant l'œuvre. Et je t'ai dit, la première étape, c'est lire, c'est apprécier, c'est connaître. Il y a 3 études fondamentales pour ça. La première est une étude historique au service du patrimoine. C'est-à-dire qu'on va rassembler les plans d'époque, les photos d'époque, tout savoir sur le bâtiment. Et les photos d'époque sont en noir et blanc. Ouais, ça peut aller très vite. Une fois qu'on a une certaine habitude, ça fait 2-3 mois de travail. Et on a des gens totalement spécialisés à ça. Parfois, ça prend 6 mois. Pour la Villa en Pin, c'est un peu plus long. Donc, on rassemble toute l'information sur un bâtiment, son histoire, sur l'œuvre de l'architecte, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, quelles sont les œuvres qu'il a fait au même moment, tous les échanges de courrier qu'il peut y avoir. Enfin, on devient compétent sur la partie historique du bâtiment. Un bâtiment n'a pas eu qu'une transformation, il en a eu une série au cours du temps. Mais tout ça, on doit l'identifier. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti. Alors, quand on rentre dans la Storia, ou quand on rentre dans la bibliothèque Solvay, ou dans la Villa en Pin, les photos qu'on a sont des photos en noir et blanc. Il nous appartient, par exemple, de connaître les couleurs du bâtiment de l'époque, et on fait des analyses stratigraphiques, c'est-à-dire qu'on va identifier toutes les couches de peinture qui se sont succédées. C'est un exemple. En fait, l'archéologie du bâti, c'est un peu comme l'inspecteur qui descend sur la scène du crime avec des technologies très contemporaines, et on va faire parler le bâtiment. Parce que ça va compléter l'information qu'on a reçue au niveau de l'étude historique. Troisième élément fondamental, c'est une étude pathologique, c'est-à-dire qu'on va identifier l'état de santé du bâtiment. Généralement, il peut y avoir de l'amiante, il peut y avoir des infiltrations d'eau, il peut y avoir des tas de choses qui ont altéré. Parfois, le bâtiment était mal conçu. Parfois, c'est les dégradations au cours du temps qui ont amené le bâtiment à être dans cet état-là. Et on ne va pas reproduire les erreurs du passé. Donc en même temps, on doit corriger, on doit modifier. Et en même temps, ce qui est fondamental, c'est que quand on a fait toutes ces études,
on doit identifier ce qui fait l'œuvre. Et donc, on doit hiérarchiser. Donc, lire ne suffit pas. Il faut à un moment donné apprécier et donc hiérarchiser sur ce qui a de la valeur. Et à partir de là, on est en situation de projet. Les architectes, c'est des gens qui font des projets, anticiper une situation qui sera. Et donc, tout notre travail, c'est quelque part faire une mise en rapport entre un lieu qu'on commence à connaître, un programme, et tous les projets ont des programmes, et à un moment donné, on est sur la ligne du temps, il s'est passé quelque chose avant, et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il se passera quelque chose après, et les architectes ont toujours l'impression que ça se termine dès qu'ils ont terminé leur projet. Or, ça n'est pas vrai. Deux choses. La première, c'est lorsque tu travailles sur ces projets, est-ce que le maître d'ouvrage te consulte avant de se positionner dans l'acquisition, ou est-ce qu'il vient en te disant « Ok, c'est avec toi que je vais avancer ». Est-ce que, je veux dire, dans la prise de décision, dans son arbitrage d'avancer sur l'acquisition et sur son projet, est-ce que c'est un travail qui se fait en amont ou ça vient plutôt après ? Il y a toutes les formules. D'accord. Alors, il y a les formules, si c'est des bâtiments publics, il y a des appels à candidature, et puis ça se fait parfois sur concours ou sur une note d'intention. On a un curriculum qui devient relativement lourd, même au niveau européen, avec les 4 prix Europa Nostra, et tu le disais, c'est le prix le plus important qu'on peut avoir en patrimoine. Mais c'est parfois des gens qui me téléphonent. Alors, pour la maison Saint-Cyr, quelqu'un qui voulait acheter la maison Saint-Cyr m'a téléphoné et m'a demandé un entretien. Et m'a dit, écoutez, si vous acceptez de reprendre cette mission, j'achète la maison. Et il l'a acheté un peu comme on achète une œuvre d'art, hein, par envie, comme on peut acheter un tableau qu'on doit restaurer. Ouais, je vois bien. Et donc ça, c'est formidable parce que ça permet de faire très bien les choses. Il comptait pas y habiter. Mais en tout cas, il avait une grande souffrance pour une œuvre qui est une œuvre de Gustave Schroven. C'est peut-être la maison la plus photographiée de Belgique. Elle est très étroite, mais elle est la plus Art Nouveau en façade de tout l'Art Nouveau. Maintenant, l'intérieur est éclectique. Ça aussi, on oublie. C'est que, à part quelques grands auteurs, les bâtiments en général sont éclectiques. C'est-à-dire que si l'extérieur est dans un style, l'intérieur peut être dans un autre. On n'a pas l'habitude de ça. On voit l'œuvre d'Horta, elle est intégralement Horta, signée, jusqu'à la poignée de porte. Ce que j'appelle la matrioshka, le principe de la matrioshka, vous voyez, les poupées russes. C'est-à-dire qu'il dessine une façade, c'est une façade d'Horta, il dessine l'intérieur, c'est Horta, et peut zoomer jusqu'à la poignée de porte. Et Horta est toujours en signature. Alors, c'est des œuvres très difficilement adaptables. Elle est tellement présente dans toutes ses composantes que c'est des œuvres presque muséales aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que l'essentiel du patrimoine bruxellois est plutôt éclectique. Il est néoclassique pour certaines parties de la ville, il est éclectique pour d'autres. Mais cette période de l'histoire, fin 19e, début du 20e, est formidable. Avec ces îlots. C'est quand même une des grandes caractéristiques de Bruxelles, c'est de travailler avec des îlots, des maisons qui ont entre 6,50 m et 7,50 m de large, et qui vont avoir un peu le smoking devant, côté rue, et puis le pyjama derrière, qui donne sur des jardins relativement fermés, protégés, plus silencieux, et qui sont à l'époque très verdurisés. Et d'ailleurs aujourd'hui, on essaye de protéger les intérieurs d'îlots pour garder des espaces verts. Voilà. Et donc ça, dans Bruxelles, c'est formidable. Et chaque bourgeois, puisque c'est des maisons bourgeoises, a l'expression de sa façade. Il y a la fierté d'avoir sa façade qui ne ressemble pas à la façade du voisin. Et par rapport à l'urbanisme parisien, par exemple, c'est très différent, évidemment. Et alors, deuxième question sur le sujet, c'est, tu le disais, beaucoup de ces bâtiments, quand tu les récupères, ils sont en très mauvais état. Et donc, qu'est-ce qui fait finalement que ces bijoux d'architecture sont presque maltraités, en fait, et pourquoi on attend d'être à un état aussi avancé de dégradation pour se dire, allez, maintenant, on va en faire quelque chose de bien. C'est quand même dingue, ça. Alors, c'est pas si dingue que ça, parce qu'il y a des affaires de mode en architecture. Ok.
Moi, quand je termine mes études, les grands architectes, c'est Ricardo Bofill, c'est Mario Botta. Je suis pas sûr que beaucoup de gens les connaissent encore. Mais je vais te raconter une anecdote puisque il y a quelques années, je veux faire un film sur l'architecture. Je choisis 6 architectes et je commence par quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Jean Obdenberg, qui est un de mes anciens professeurs et collègues puisque je suis devenu professeur aussi. À l'Académie des Beaux-Arts, donc il fait ses études, il termine ses études et il part en Italie, donc on est dans les années 60, il part en Italie avec Charles de Metter, aussi un très grand architecte de l'époque, ils ont 25 ans à tout casser, et là en Italie on leur dit, vous savez en Belgique vous avez un architecte assez extraordinaire, un certain Victor Horta. Et devant la caméra, il bondit, il dit « Je n'avais jamais entendu parler de Victor Horta ». Et ça explique que quelques années plus tard, on démolit la Maison du Peuple. Autrement, on ne peut pas comprendre qu'on démolisse une œuvre pareille. C'est-à-dire que dans ce phénomène de mode, l'Art Nouveau a disparu. L'Art Nouveau, c'est 1893 jusqu'à la guerre 14-18. C'est 20 ans, c'est une grosse vingtaine d'années que l'Art Nouveau apparaît entre la maison Trix sur laquelle on a travaillé et l'hôtel Tassel. 3-4 mois. Il y a l'apparition de l'Art Nouveau, et puis il y a une grande exaltation de ce style, et puis ce style disparaît. C'est l'Art déco, et puis on passe à autre chose. Et 50 ans plus tard, la fierté de l'Art Nouveau n'existe pas, n'existe plus. Alors Horta disparaît complètement. Même dans l'école où il était directeur, les étudiants n'ont jamais entendu parler de ce nom-là. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique que dans cette période moderne, des bâtiments comme l'Égidium, par exemple, ont complètement disparu sous des cloisons. On a tout repeint en blanc, qui devient aujourd'hui un gris un peu sinistre. On cache tout le décor. On démolit des colonnes parce qu'elles ont du décor. Et donc le décor fait peur. Tout ce qui est décor disparaît. Il y a des faux plafonds partout, on n'aime plus ces plafonds moulurés. Et puis, ça chauffe mal les pièces. Donc on va... Et voilà. Et c'est aussi l'histoire de l'Astoria, c'est aussi l'histoire de beaucoup de bâtiments. Dans les années... À partir des années d'après-guerre, le décor disparaît. Oui. Et comme le décor disparaît, toutes les œuvres qui sont chargées de décor ne sont plus à la mode. Et 20 ans plus tard, Horta est sur les billets de banque. Ça, c'est formidable. Incroyable. Ok, alors, il y a un concept que tu aimes bien, qui est le pagouros. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette philosophie ? Est-ce que c'est une vision de l'architecture ? Est-ce que c'est une méthode ou une posture face au temps et à la ville ? C'est un peu tout ça à la fois. Alors, je crois que l'architecture n'appartient pas à l'architecte. Elle appartient au temps, je l'ai dit tout à l'heure. Et s'il appartient au temps, il est important aujourd'hui de réfléchir à une architecture qui n'est pas fermée. C'est-à-dire que nous savons tous que dans 50 ans, le monde aura encore plus changé qu'il l'a été. Au moment où je fais mes études, c'est encore sur des tables à dessin avec des rotrigues, de l'encre de Chine, on a les doigts dégueulasses, etc. Le métier a profondément changé. On est sur des ordinateurs avec des images de synthèse. On invente des tas de choses que nous n'imaginions même pas. Et ça va continuer. Et donc, dans quelques années, l'architecture aura profondément évolué. Et il y aura des architectes après nous. En fait, on n'en parle jamais, ça, des architectes qui retravailleront. La ville, elle est bâtie aujourd'hui. On va arrêter de construire les campagnes. S'il y a des espaces verts en ville, mais protégeons-les peut-être. Je crois qu'on doit arrêter d'étendre les villes. Une ville très étendue est une ville qui coûte très cher. Et puis, il fut un temps où il y avait la campagne et la ville. Aujourd'hui, tout ça est très mélangé. Ces petites maisons qui ont fleuri pendant des années dans les campagnes, thermiquement, c'est une très mauvaise idée. Ça veut dire qu'on doit prolonger tous les systèmes d'électricité, gaz. Oui, des gens qui doivent déménager, enfin qui doivent tous les matins quitter ces endroits-là pour aller travailler, etc. Donc la ville dense, la ville dense est une ville économe, est une ville qui est économe à tous les niveaux, y compris au niveau énergétique. Et si on veut faire une ville durable, vaut mieux faire une ville dense. Mais la ville, elle est déjà bâtie.
C'était pas le cas avant. Avant, quand je faisais mes études, on travaillait toujours que sur des terrains vagues. Ok. Et on faisait des projets neufs. Aujourd'hui, le projet neuf, il existe à peu près plus. Et puis la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il faut encore faire des projets neufs? Est-ce qu'on ne peut pas penser la ville à partir d'elle-même? J'ai écrit dans fin des années 90 un bouquin qui s'appelle La ville recyclée, c'est de dire faisons la ville à partir d'elle-même, plutôt que de faire comme les modernismes, d'effacer une ville pour la remplacer par une autre. Faisons la ville à partir de la ville. Et donc, posons-nous la question de cette ville qui s'est construite par addition, soustraction pendant des millénaires. Et comment on peut repartir de là? Et il y a des gens très importants comme Christian de Portzamparc, après le modernisme, qui ont travaillé sur ce concept. Et donc, c'est de se dire, regardons la ville, apprécions au plein sens du terme ce qui est là, et essayons de partir de cette ville qui est somme toute ni belle, ni laide, mais travaillons à partir d'eux. Et réinventons à partir de ce moment-là. Et ça, c'est pour moi l'avenir des prochaines années de l'architecture. On n'en parle pas de tout ça, c'est ça qui est extraordinaire. Le temps et l'architecture, il n'y a pas un bouquin sérieux qui a été publié sur le temps et l'architecture. Je crois que c'est fondamental. Et donc voilà, je crois que l'architecte de demain va travailler sur une ville déjà bâtie. Et donc cette ville déjà bâtie, de temps en temps, il y a des œuvres qui sont importantes, d'autres qui le sont moins, mais qui ont le mérite d'avoir une structure adaptable, par exemple. Et laissons l'architecture ouverte, c'est-à-dire que pensons nos bâtiments. Les programmes sont des programmes qui sont moins durables que les œuvres. On doit arrêter de faire ce que les modernistes ont fait, c'est-à-dire la salle de malade, machin là, et on peut plus bouger à quoi que ce soit. La chance de la ville début du 19e, enfin fin 19e, début du 20e, c'est toutes ces maisons bruxelloises, mais on voit qu'elles ont été recomposées, réinterprétées. On a refait des appartements là où il y avait des maisons familiales. Je crois qu'on doit penser la ville en se disant que on fait des coquilles capables. Et c'est ça l'idée du Pagoros, le Bernard l'Ermite en grec, la coquille capable. L'idée de faire des coquilles capables qui sont adaptables, qui sont interprétables. Ce qui est important, c'est l'architecture et pas tellement la fonctionnalité. On le voit bien. Tu parlais de la Villa en Pin. Ouais. La Villa en Pin, c'est une maison bourgeoise au départ. En 1934, Louis en Pin se construit une œuvre hors du commun. Il veut faire partie d'une bonne bourgeoisie bruxelloise. Il va très vite abandonner cette idée-là. En 1937, ça devient un musée. Il offre ce bâtiment pour en faire un musée des arts décoratifs. Pendant la guerre, c'est l'armée allemande. Très bref, en fin de guerre. On a tous les actes de réquisition. Et puis, c'est l'ambassade des Soviets. Paul-Henri Spaak offre la Villa en Pin à l'Union soviétique, qui est un partenaire après la guerre. En Pin, qui est tout sauf communiste, récupère son bâtiment 17 ans plus tard, suite à un procès, puisque c'était un lait et le lait n'a pas été respecté. D'accord. Donc il récupère son bâtiment, qui va devenir encore tout autre chose, RTL, etc. On voit qu'en quelques années, ce bâtiment est devenu des tas de choses qu'il n'avait pas imaginées au moment où il en fait un logement pour lui et sa famille. Et pourtant, l'œuvre est toujours là. Et donc c'est très important de penser l'architecture avec une notion de durée. Je crois que ce serait une forme d'économie extraordinaire. Ok. Juste, j'ai le souvenir, donc pour le Marnix, je crois que c'est SOM, le bureau d'architecture, qui a travaillé sur ce bâtiment. Et on voit que c'est un bâtiment qui dure, en fait, finalement, dans la durée. Et j'avais discuté de ça avec des amis architectes qui me disaient, effectivement, au niveau de la construction, de la conception d'un immeuble, ça fait une différence, la preuve avec ce bâtiment. Mais est-ce que c'est faisable sur tous les bâtiments ? Et est-ce que c'est faisable aussi avec les contraintes économiques et les contraintes, je dirais, des opérateurs? Parce que c'est bien d'avoir l'idée de base, mais toi, en tant qu'architecte, comment est-ce que tu arrives justement à mettre ça en œuvre dans tes projets? Alors, on pourrait parler de la cité-jardin de Châtenay-Malabry, cité-jardin de la Butte Rouge,
3300 logements sociaux construits entre les années 30 et les années 60. Aujourd'hui, on est en train de rénover l'ensemble de ce site, 64 hectares, et on le pense de telle façon que les cloisons seront plus facilement modifiables au cours du temps. Okay. Parce que effectivement, on essaye de figer le moins possible en se disant que le logement social a sérieusement évolué entre les années 30 et aujourd'hui. D'ailleurs, à enveloppe constante, on perd 6 à 800 logements, en respectant simplement la norme de dimension du logement social. Donc on voit, alors ça je prends volontairement un projet pour des gens qui ont peu de moyens, mais si on prend la Royal Bench par exemple, on parle de cette banque, la BBL, on peut parler aussi de Glaver Bell. Et pour revenir à la Royal Bench, on a là un bâtiment de plus de 50 000 m² qui était destiné à des assurances avec un seul occupant. À l'époque, d'ailleurs, c'est trop petit, ils construisent très vite à côté pour pouvoir caser tout le monde. Au moment où on m'a confié ce projet, on est en 2013, c'est Cofinimo qui me propose d'avoir une réflexion sur ce projet. Ils savent qu'AXA va quitter et il n'y a pas il y a personne qui peut occuper le bâtiment vu sa taille, sauf l'Union européenne qui a décliné. Et donc, il va falloir réfléchir à ce bâtiment en termes d'usage. On va avoir de multiples occupations, de multiples locataires. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un hôtel, il y a un centre sportif, il y a du coworking, il y a des restaurants. Mais qu'est-ce qui change dans tout ça? Avant, quand ils allumaient la lumière, on allume l'ensemble du bâtiment. Aujourd'hui, on essaie de garder profondément l'identité de l'œuvre. Mais avec une différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce bâtiment pour la première fois ou qui ne le connaissent pas. Avant, quand on est employé à la Royal Bench, on sait où se trouve son bureau et c'est d'ailleurs assez étrange. Il y avait l'entrée des patrons et des clients et puis il y avait l'entrée du personnel, deux belles entrées, mais le personnel devait descendre au -1 par un escalator pour aller chercher l'ascenseur pour ne pas croiser les patrons. Donc, il y a une mentalité à l'époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, et certainement pas si on change l'occupation. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans la Royal Bench rentrent peut-être pour la première fois et ne savent pas où ils doivent aller pour retrouver le restaurant. Et donc, on va mettre au cœur du bâtiment un escalier monumental qui va réorienter tout le monde vers l'endroit où il doit aller. Alors, cet escalier n'existait pas. Ce qui est important, c'est que quand on dessine cet escalier, on doit le dessiner de telle sorte qu'il soit en cohérence et en résonance par rapport à une œuvre préexistante. La plupart des gens qui rentrent aujourd'hui n'ont pas le sentiment que cet escalier est neuf. Pourtant, l'œil averti le distingue parfaitement. C'est un bâtiment totalement neuf et qui n'avait aucune raison d'être à l'époque, puisque chacun connaissait la place de son bureau. Donc on va transformer l'œuvre, mais on va le faire dans une conversation avec un architecte qui n'est plus là. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, quand tout est fini, on ne peut pas avoir perdu ce qui fait l'œuvre. Mais pour ça, il faut l'avoir identifié avant. C'était notre travail de 2013, c'est d'essayer de déterminer ce qui fait l'œuvre au niveau de l'extérieur, au niveau des jardins, au niveau du paysage, au niveau des détails intérieurs. Et à un moment donné, on s'est arrêté, on a fait un petit bouquin, petit fascicule, 80 pages, je crois, qui disait l'œuvre, c'est ça. Et si on respecte ça, on peut tout faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on doit aborder le patrimoine et les projets que tu as cités ont été appréciés parce que je crois que dans tous ces projets-là, l'œil inattentif qui rentre dans les bâtiments a un sentiment de cohérence. Et parfois, ce sentiment que tout a toujours été comme ça. L'hôtel Astoria, aujourd'hui, quand on rentre dans le Corinthia Grand Hôtel Astoria, on a ce sentiment que tout a toujours été comme ça. Et pourtant, 80 à 90% de l'hôtel est neuf. Il faut savoir que l'hôtel historique construit pour l'exposition de 1910, c'est un bâtiment, on a rajouté 5 bâtiments tout autour. Famille Gossensbara avait eu la prudence de racheter toute une série de bâtiments tout autour. Aujourd'hui, les chambres d'hôtel ne sont plus celles de 1910. Le logement social, je disais, n'est plus le logement social, mais c'est vrai aussi pour un palace.
Ouais. Et donc, les plus petites chambres font aujourd'hui 40 mètres carrés. Les plus grandes font près de 350 mètres carrés. Ça n'existe. Et à l'époque, la suite royale est au premier étage. Les ascenseurs ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les grandes suites présidentielles et royales sont au dernier étage avec des grandes terrasses et des vues sur tout Bruxelles. Ça a changé. Et aujourd'hui, évidemment, un hôtel de grand luxe, un palace comme le Corinthia, se devait d'avoir un spa, piscine, sauna, hammam, des salles de soins, des salles de relaxation, des salles de sport. Tout ça n'existait pas. Oui. Mais en même temps, il y a ce sentiment un peu étrange d'un luxe qui a toujours été là. La Verrière, et c'est peut-être le clou du projet, la Verrière d'origine, donc on fait des études historiques, on se rend compte que la Verrière d'origine, qui fait 2 étages de haut, qui est monumentale, a disparu, et elle a disparu en 47, pour faire place à une verrière bêtement horizontale et sans beaucoup d'intérêt. Et on s'est dit que ce qui faisait partie de l'œuvre, c'était aussi cette verrière disparue en 47. Et on a reconstitué cette verrière de 47, elle fait 30 tonnes, c'est monument à l'intérieur de l'édifice, et dès qu'on rentre, on est absorbé par cette formidable verrière, d'une complexité redoutable, elle est convexe et concave. À l'époque, si on la démolit, c'est parce qu'elle n'est pas étanche, et que c'est difficile de faire aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, on a pu recomposer la verrière, la redessiner d'après les photos d'époque, mais avec tout le soin technique qu'on doit apporter aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on rentre, il y a un choc parce que cette verrière est formidable. Et le même projet sans cette verrière ne serait pas un projet abouti. Donc en même temps, parfois, il faut revenir à quelque chose qui a disparu et qui fait partie de l'œuvre. Souvent, on doit respecter ce qui est qualitatif et qui doit être restauré. Mais si je dis il y a 80-90%, c'est-à-dire que les chambres, il n'y a aucune chambre de 1910 qui aujourd'hui conviendrait à une clientèle de 2025, ouais. Au moment où l'hôtel s'ouvre. C'est une des clientèles les plus exigeantes qui soit. Elle doit retrouver un confort qu'elle a chez elle. Et ça, dans un palace, on se sent obligé d'évoluer. Et dans 50 ans, cette exigence d'une clientèle sera encore différente. Mmh. Et donc, il nous appartient justement de veiller à faire en sorte que la programmation soit en adéquation avec un lieu iconique. Alors, comme je te le disais, dans les personnes qui écoutent et regardent le podcast, d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Donc, comme je te le disais, j'ai pas mal de personnes qui regardent et écoutent le podcast qui sont des architectes. Et donc, maintenant, sur cette question, c'est la structure et le management de MA carré. MA carré, voilà, MA carré. Donc, ton bureau, il est composé d'une équipe de 12 personnes, mais tu m'as dit que vous êtes un peu plus nombreux, oui, et de Moshi, c'est bien ça? Moshi, c'est le chien qui a le mercredi après-midi des libertés, mais on est grosso modo entre 15 et 20 personnes. Alors, c'est un petit bureau par rapport aux œuvres sur lesquelles on travaille, mais comme je n'ai pas d'associé, ce qui me semble important, c'est de pouvoir suivre tout ce qui est produit. Okay. Au-dessus de 20 personnes, il faut plusieurs associés, il faut se partager les missions. C'est plus possible. Moi, mon plaisir, c'est de faire de l'architecture. D'ailleurs, avec tout ce que je fais, dans le statut de professeur d'université, plus tout le reste, si j'ai un bureau de 50 personnes, voilà, c'est plus moi qui travaille. Ici, je continue à travailler sur tous les projets que j'accepte. J'accepte pas tout, mais en même temps, je trouve que c'est de notre responsabilité d'architecte. Si on veut une architecture plus signature, c'est d'être présent dans toutes les phases de tous les projets. Alors, au niveau de la structure de ton bureau, 3 points, c'est l'organisation en termes de créativité versus technique, la question de transmission du savoir, et puis ta relation avec les jeunes architectes. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirige finalement un bureau d'architecture comme avant ? Non, je ne crois pas, mais notre bureau est très, très particulier.
C'est un bureau relativement jeune. Le bureau, c'est un bateau de corsaire. Il y a moi et puis tous les autres. Il n'y a aucune ligne hiérarchique dans le bureau. Si on est jeune et qu'on est compétent et qu'on est motivé, on a autant de responsabilités que quelqu'un de 50 ans. D'ailleurs, il y a peu de personnes plus âgées. C'est une équipe plutôt jeune, extrêmement motivée. Je te l'ai dit, je suis professeur d'université, donc je découvre souvent des étudiants brillants. Il y a aussi une dimension internationale au bureau, des gens qui viennent de différents pays. Et il y a un côté très familial, hein. On mange ensemble. C'est vraiment une aventure humaine. C'est pas un bureau. Je dirais pas que l'aspect financier n'a pas d'importance. Il nous appartient de payer tous les gens tous les mois. Mais c'est pas l'essentiel. Ce qui nous passionne, c'est d'abord l'architecture. Et donc tous les gens du bureau ont cette dimension-là. C'est une aventure humaine qu'on partage. Et d'ailleurs, je suis le bureau m'apporte énormément. Je serais incapable de faire tout ce que je fais tout seul. Et puis, il y a des choses qui font tellement mieux que moi. Moi, je te disais, j'étais avec une table à dessin et des crayons à l'époque. Donc, tout ce qui est image de synthèse, ça, c'est vraiment... C'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. Ils font ça à une vitesse, avec une précision. Je leur dois beaucoup, là. Ouais. Mais en même temps, mon métier, c'est de tirer parti de ça et de pouvoir donner des informations aux maîtres de l'ouvrage qui sont importantes. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas capable de lire un plan. Par contre, des images de synthèse, c'est parlant. Ouais. Donc, en fait, je te disais tout au début de notre entretien, c'est une formation de joueur d'échecs. Ouais. Et donc, j'ai pas besoin de dessiner. Donc, quand je reçois une question, je la formalise et puis je dessine pour communiquer à mes collaborateurs ou communiquer aux clients ou à un moment donné communiquer aux administrations. Mais pour moi, le projet, il est fini. Un joueur d'échecs joue plusieurs coups à l'avance et donc il a une précision stratégique. Certains ont besoin de dessiner pour travailler. C'est la main qui travaille. Voilà, on a tous notre forme de conception. Moi, je dessine uniquement pour partager une information. Voilà. Ok. Alors, là, on arrive à l'anecdote. Alors, tu l'as déjà partagé, mais tu en as tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as parlé de la gare centrale. Donc, si tu peux nous partager cette anecdote-là, elle est quand même intéressante. Mais voilà, quand je suis étudiant, certains professeurs m'interdisent d'aller à la bibliothèque, disant dans les bibliothèques, il n'y a rien, tout a déjà été produit, ça doit sortir du ventre. Donc, la bibliothèque, non. Et je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, je suis attiré par les bibliothèques, par les livres, je veux tout savoir. Et à un moment donné, on a cette responsabilité de restaurer la gare centrale de Bruxelles. Et à l'époque, on ne sait pas qui est l'architecte de la gare centrale. Alors, est-ce que c'est Horta? Est-ce que c'est Maxime Brinfo? On ne sait pas très bien. Et puis je donne cours avec Victor Brinfo, le petit-fils Brinfo, et je lui dis, mais ton père, est-ce qu'il est toujours vivant? Et on dit qu'il est dans le sud de la France. Il me dit, non, il habite Gênes, mais il est très aigri et il ne veut plus parler d'architecture. Et puis je lui dis, bah, écoute, ça me ferait quand même plaisir d'en savoir un peu plus sur la gare centrale. Et il m'obtient un rendez-vous. Il m'a dit, écoute, il t'accorde un quart d'heure, mais il est épouvantable. Et il me dit, mais il adore les petits gâteaux. Donc j'avais été chez Vitamère, j'avais pris profusion de gâteaux. Et cet entretien est filmé. Et au bout de 4h30, on termine l'entretien. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a deux moments assez extraordinaires. Tout au début, il comprenait pas pourquoi je voulais savoir tout ça. Il me dit, il se relève, le vieil homme se relève et il me regarde. C'est à votre âge, je crois que je vais avoir 35 ans. Si on m'avait confié un tel projet, j'aurais pas cherché à savoir le pourquoi des choses, j'aurais fait ce que... Et ça relie à mes professeurs qui m'interdisaient d'aller à la bibliothèque. C'est un moderniste, Brinfo. Et puis, je dis, mais c'est qui l'architecte? Est-ce que c'est vous ou c'est Victor Horta? Alors, il me dit, écoutez, après-guerre, je rentre
de la guerre et je vais chez Horta où je travaille avant-guerre, je lui demande du boulot, il a plus de boulot et puis il me dit écoutez si je pense à quelque chose et puis quelques moments après il vient frapper à sa porte en disant voilà je vais vous confier ce projet de la gare centrale, j'en ai marre, ces gens sont épouvantables, gens de la jonction Nord-Midi et il me dit mais au niveau de la conception parce qu'en fait quand on regarde la gare centrale elle n'a pas la forme d'une gare. Une gare, c'est toujours un grand toit qui couvre des voies. Là, elle est un peu triangulaire, etc. Il me dit, ah, mais non, mais c'est pas ni Horta ni moi. Et puis il me dit, ben, Horta, il dessine des gares et on a effectivement tous les plans des gares dessinés par Horta à partir du début du XXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et puis Horta en a marre de dessiner des gares parce que le terrain change tout le temps, le terrain de la gare centrale change tout le temps. Il va voir le bourgmestre de l'époque, Adolphe Max, et il dit bah, écoutez, dites-moi où je peux construire. Et Adolphe Max, il dessine ça sur la table. On va faire une place, on va faire 2 axes, et je vous donne ça. C'est la forme de la gare. Incroyable. Et donc voilà, c'est des anecdotes, mais en même temps, elles sont très enrichissantes. Et je crois que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur une œuvre, quelle qu'elle soit, on doit devenir compétent. Et donc moi, je dirais tout le contraire de mes professeurs d'avant. Il faut aller dans les bibliothèques, il faut tout savoir, mais après, on peut tout faire, mais en compétence. Ok, alors, on va rentrer dans la question de l'investissement, vu que c'est quand même value add. Si quelqu'un souhaite acquérir un bâtiment historique, quelles sont tes recommandations ? Où sont les opportunités et les pièges, les horizons de détention aussi peut-être, et les typologies de projets qui sont pertinents? Alors, la première étape, c'est de savoir si l'ambition correspond au bâtiment. Okay. Tous les programmes ne correspondent pas au bâtiment choisi. La première, c'est l'adéquation. L'adéquation entre, je disais tout à l'heure que l'architecture, c'est la mise en place d'un rapport entre un lieu et un programme. Ben, vérifier si l'adéquation est correcte. Vouloir trop mettre dans un bâtiment inadéquat, ça n'a pas de sens. Okay. Et tout le monde va perdre son temps, tout le monde va perdre beaucoup d'argent, et puis les permis ne seront pas délivrés. Donc l'adéquation, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de savoir ce qu'on achète. Ce bâtiment classé ou pas, ou en tout cas ce bâtiment qui fait partie de la mémoire collective, quel est son intérêt? Et là, c'est la recherche de la compétence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de devenir compétent par rapport à ce lieu. Troisième étape, c'est toute la partie financière. C'est de se dire, et c'était vrai par exemple pour l'Astoria, est-ce que, voilà, on a une certaine surface, on a une ambition, est-ce que financièrement, le projet tient la route? Si le projet de l'Astoria a pris autant de temps, c'est parce que les premières estimations, avant qu'on arrive, faisaient état, d'après le chèque qu'il avait acheté, on tournait autour des 25 millions d'euros. De coûts de rénovation ? Du coût de rénovation. Oui. On est très loin du compte. Et finalement, on est arrivé à... Je ne connais pas le chiffre. Mais... Alors, je ne connais pas le chiffre. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas de quel chiffre on parle. Ok. Est-ce que c'est avec TVA, c'est sans TVA, c'est avec le prix d'achat, pas le prix d'achat, avec les honoraires ou pas, avec le FFNI, c'est-à-dire quand on retourne à l'hôtel, tout ce qui tombe, toute la déco. Voilà. Donc il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais en tout cas on est au-delà des 50 millions. Okay. Et c'est le premier chiffre que j'ai dit à Cheikh Mohamed, c'est en dessous de 50 millions, ce ne sera pas faisable. Okay. Et il s'en est rendu compte très vite. Et donc la question qui se posait, c'est est-ce que, en faisant tous les calculs, j'assistais au board, il arrivait à 600 € la nuit pour une chambre, et il se posait la question, est-ce que pour Bruxelles, une chambre à 600 € c'est faisable? Pour finir, il a cherché un opérateur, il a trouvé un acheteur, Corinthia est arrivé, et la question ne s'est plus posée. Ouais. C'est des vrais professionnels, ils connaissaient le prix de ce qu'allait coûter un hôtel. Et j'ai d'ailleurs posé la question au patron de Corinthia, le CIO, et je lui ai dit, mais Simon, il y a une clientèle pour ça à Bruxelles, et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, it's my job. Voilà, et c'est vrai que c'est aussi faire une clientèle. Il y a une clientèle qui aujourd'hui quitte Bruxelles parce qu'elle ne trouve pas l'hôtel adéquat. Ouais. Voilà, donc c'est plusieurs éléments là qui font qu'il y a une lecture attentive du lieu. Qui est absolument nécessaire, et s'entourer de gens compétents.
Alors ça aussi, parfois, on a cette grande difficulté à la Commission royale. On voit que les projets étudiés sont faits par des gens qui n'ont pas la maîtrise du patrimoine. Et ça peut aussi amener des surcoûts considérables ou des déceptions. Parce que si les gens, dès le départ, étaient plus informés, moins d'erreurs seraient faites. Ok, nouveau sujet, l'énergie versus le patrimoine. La rénovation du bâtiment ancien est aujourd'hui confrontée à des exigences énergétiques fortes. Alors, comment est-ce qu'on concilie le respect du patrimoine, la performance énergétique et la faisabilité économique? Alors, je t'ai dit tout à l'heure, tous les projets sont contemporains. Oui. Contemporain, ça veut dire que c'est des projets qui ont des responsabilités aujourd'hui sociétales. Donc, on a une responsabilité liée à l'énergie. Et le tout, c'est qu'on doit tenter de mettre en place ces responsabilités-là sans perdre ce qui fait l'œuvre. Avec tout ce que j'ai dit avant, on doit identifier si ces corrections énergétiques peuvent être mises en place dans le projet proposé. Généralement, ça se passe très bien. Mais évidemment, on ne va pas faire une isolation par l'extérieur d'un bâtiment d'Horta. Ça n'a aucun sens. Oui. J'ai entendu l'un ou l'autre qui disait on devrait mettre une doudoune dans tout Bruxelles. C'est un grand n'importe quoi, évidemment. Oui. Donc ça doit se faire avec soin. Oui. Ça doit se faire avec une attention toute particulière pour ne pas perdre ce qui fait l'œuvre. Donc l'un et l'autre, oui, mais avec toute l'attention du monde et pas n'importe quoi. Ok. Est-ce qu'il y a donc un conflit ou une nouvelle opportunité créative à travers ça? Ben évidemment. De toute façon, il n'y en aura plus d'autres. Moi, je crois que l'architecte qui imagine qu'il va construire, comme il y a 50 ans, en démolissant des morceaux significatifs de Bruxelles, ça n'existe plus. Donc, par obligation, le monde a changé. Le monde a changé et il appartiendra aux architectes de changer le monde. Architecture et rentabilité. Aujourd'hui, dans le développement immobilier moderne, la pression est sur la rentabilité et la rationalisation des coûts. Penses-tu qu'il est encore possible de produire une architecture de qualité, rentable, sans être forcément dans le luxe? Donc, peut-on faire du beau accessible? Mais évidemment, je parlais de logements sociaux tout à l'heure. C'est probablement les loyers les plus faibles de France. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé qu'un client me dise « Ben voilà, je vous donne carte blanche au niveau du budget, faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. » En fait, ça n'existe pas, ou en tout cas, si ça existe, ça doit être extrêmement rare. Donc, tous les maîtres d'ouvrage ont une attention particulière à leurs investissements. Et qu'on s'intéresse au patrimoine, qu'on soit compétent dans le domaine du patrimoine ou pas, c'est des enjeux absolument nécessaires. Donc j'attends, en tout cas, si vous trouvez un jour quelqu'un qui vous dit, ben voilà, je vous donne carte blanche au niveau financier, ben vous pouvez me l'envoyer. C'est un bon client. Ouais. C'est un bon client. Ok, ben écoute, Francis, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces interventions qui étaient très riches, très intéressantes. J'ai eu l'occasion d'aller visiter plusieurs des bâtiments sur lesquels tu as travaillé. Je trouve que c'est remarquable et c'est très agréable de pouvoir voir ces bâtiments qui sont des traces d'histoire. Et quand on y est, en tout cas quand on est sensible à l'architecture, ça laisse pas indifférent. Donc merci Francis. Merci à toi et à tous ceux qui nous écoutent.